parenthèse managériale. Un rendez-vous proposé par la Maison du Management en partenariat avec Media Meeting et Courrier Cadre. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans la parenthèse managériale avec cette exposition virtuelle du Salon du Management avec, vous le savez, une dizaine d'interviews à visionner sur notre plateforme. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la raison d'être au cœur des enjeux culturels et économiques. Bonjour Béatrice Devendre. Bonjour Florent. Merci d'être avec nous, de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui. Alors vous intervenez depuis plus de 20 ans dans le monde des organisations en tant que consultante, facilitatrice, également coach organisationnel. Vous êtes la fondatrice et dirigeante du cabinet BDN Partners et Global Partner du Barrett Values Centre. Pour commencer, pour démarrer l'interview, avant d'arriver sur le cœur de cet entretien, je vais vous demander de vous présenter 30 secondes, une minute, pour qu'on comprenne bien ce qui vous a amené jusqu'à cette fonction que vous avez aujourd'hui. Le portrait. Ce qui, moi, m'anime aujourd'hui dans le champ professionnel, c'est vraiment d'accomplir ma mission professionnelle, ma mission, et qui est vraiment d'accompagner les transformations au niveau humain et culturel. Pour moi, c'est vraiment une sorte de niche que j'ai vraiment développé au fur et à mesure de mon parcours et de mes expériences tout au long de ces dernières années, et vraiment pour tenter de concilier au mieux l'humain et l'économique, je dirais dans un processus d'accompagnement de tous les enjeux liés aux grandes transformations actuelles, et la raison d'être étant au cœur de ces transformations. Votre parcours, vous venez de l'évoquer. Quel est-il ce parcours, les grandes lignes de ce beau parcours? Alors, les grandes lignes, je suis licenciée en sciences politiques et sociales, et j'ai également un master en gestion business à la Solvay Business School à Bruxelles. Et mon expérience professionnelle a été, au démarrage dans l'enseignement. Ensuite, j'ai été administratrice d'une société de services pendant 5 ans. Et puis, je suis entrée dans le monde de l'entreprise en cheminant vraiment toujours avec cette idée de développer, de continuer à me développer dans mes compétences et mon expérience professionnelle pour arriver vraiment maintenant au cœur de ce qui me passionne, d'apporter comme contribution dans le monde des entreprises. Le monde des entreprises que vous désormais connaissez bien, comment vous le voyez aujourd'hui en 2021, le monde des entreprises? Comment je le vois? Je le vois fort bousculé, fort impacté par la crise que nous avons, qui est la crise Covid, qui nous a tous surpris en mars l'année dernière. Et j'ai vraiment l'impression, et je ne suis d'ailleurs pas la seule, que cette crise n'est qu'un accélérateur de transformation, de mutation profonde qui était en cours, mais qui a donné un espèce de coup d'accélérateur qui nous a tous surpris et qui nous plonge vraiment dans un environnement, dans une perception d'un environnement qui est imprévisible, incertain. Et donc, ce vécu de cet environnement nous impacte très fort en tant qu'être humain, parce que justement, c'est apprendre à vivre dans l'incertitude, apprendre à la résilience pour traverser des crises à tout niveau, existentielles, professionnelles, humaines, et avoir ce courage de voir l'avenir de manière... Pour moi, ce qui est important, c'est de voir l'avenir de manière confiante. Je suis grand-mère avec des enfants et des petits-enfants, et pour moi, c'est essentiel de rester avec cette foi, je dirais, dans l'être humain et dans ses capacités pour rebondir et créer quelque chose d'autre et pas de refaire la même chose. Au fond, ce que j'entends, c'est que ce qui est compliqué dans le monde de l'entreprise, ça peut l'être également dans le monde personnel, c'est la perte d'horizon. Vous avez l'impression, Béatrice Devendre, que lorsque nous aurons la chance de voir à nouveau, d'apercevoir en tout cas à nouveau cet horizon, on sera peut-être plus apaisé et qu'on pourra aller peut-être vers des objectifs plus clairs? Je ne pense pas qu'on aura un horizon clair. Je pense que ce qu'on va devoir apprendre, c'est à vivre dans l'incertitude, avec des mutations, je dirais, des bifurcations imprévisibles qui boostent des changements en profondeur. Et donc, je crois que ce que nous devons acquérir, c'est cette capacité d'être en évolution et en transformation permanente. Et donc, de développer d'autres capacités, d'autres ressources complémentaires à celles que nous avons déjà développées aujourd'hui.
Dans un instant, on continue évidemment cette conversation fort intéressante. Avant de ça, j'aimerais qu'on commence avec un jeu de questions-réponses et surtout un petit portrait chinois des questions que nous posons et que nous avons préparées avec les équipes du Salon du Management. Alors, si vous le voulez bien, la question est la suivante pour commencer. Si vous étiez une heure de la journée, quelle heure seriez-vous, Béatrice de Vandre? J'ai envie de dire l'heure du lever, parce que pour moi, chaque jour a de la valeur, chaque jour c'est vivre le moment présent de chaque jour et justement d'apprendre à l'apprécier et d'autant plus dans le contexte actuel. Mais c'est vraiment de prendre à sa portée le temps qui est là et de le savourer. Si vous étiez une couleur, quelle serait cette couleur? Alors la couleur, c'est une couleur chaude, jaune, or, soleil, rayonnement, lumière, oui, sûrement. On va vers l'optimisme Tout à fait. Et le positif. Si vous étiez un verbe, j'imagine que ce serait certainement un verbe d'action. Oui, agir, oui. Agir, avancer, aller en mouvement, être dans le mouvement. Votre héros, votre héroïne d'enfance? Là, c'est une question un peu piège parce que Est-ce qu'il y a des personnes, de manière générale, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré dans votre parcours? D'ailleurs, pas forcément des héros ou des héroïnes d'enfance, mais des gens peut-être plus réels. Des gens qui m'ont vraiment marqué dans mon parcours professionnel, et tout en vous disant que mon parcours personnel et professionnel sont vraiment intriqués, tout ce cheminement de croissance personnelle et professionnelle. Et là, j'ai vraiment des personnes qui m'ont vraiment marqué, vraiment, et que c'est quelque chose vraiment de précieux que je garde en moi. C'est tout ce que j'ai pu vivre, tout ce qu'ils m'ont partagé, tout ce que j'ai pu apprendre grâce à ces personnes-là. Et quelles sont ces personnes? Alors ces personnes, je dirais il y en a 3 qui émergent. Mais d'abord Vincent Lénart, donc j'ai été la chance de me former dans son école de coaching Transformance au tout début. C'était neuf, donc c'était au tout début du coaching, du moment du coaching, du démarrage du coaching. Pour moi, il était visionnaire. Ce qui nous a transmis comme vision justement du coaching, de l'accompagnement des organisations, c'était déjà le coaching organisationnel. Donc pour moi déjà, cette implication de la complexité de l'organisation au niveau des personnes, des équipes et de l'organisation dans sa vision systémique. Donc pour moi, c'est hyper précieux d'avoir pu, apprendre dans ce champ-là. Ensuite, une autre personne qui était vraiment aussi pour moi une personne clé, c'est Will Schutz, qui est décédé maintenant il y a quelques années et qui a créé une approche. Il a été fondateur du Centre des Salines dans les années 68 et il a créé une méthode de développement humain, mais qui se démarque vraiment parce qu'on va en dessous de la ligne de flottaison de l'iceberg, de ce qu'on voit des comportements pour aller travailler jusqu'à nos peurs profondes et archaïques. Et je pense vraiment que ce travail-là, pour vraiment évoluer et se transformer, on ne peut pas faire l'impasse de se connecter justement à tout ce qui est, je dirais, nos ressentis et nos peurs sous-jacentes. Et puis une troisième personne, c'est Richard Barrett. Je l'ai rencontré en l'an 2000 quand il venait de créer son outil de diagnostic. Et quand je l'ai entendu, il me sortait les mots de la bouche. Je me suis dit, donc le lendemain, je l'ai contacté. Voilà, et depuis, je nous fais aussi beaucoup de plaisir d'être dans cette dynamique de développement aussi de toute cette approche de Richard Barrett. Ces 3 personnalités qui ont été importantes dans votre carrière et dans votre vie, aujourd'hui, en 2021, avec le contexte qu'on connaît particulier, comment, d'après vous, en imaginant un petit peu, comment elle l'aurait appréhendé, ce contexte-là? Mais bon, ils sont toujours. Vincent est toujours, toujours très actif et impliqué. À vos côtés, j'entends évidemment, si vous aviez dû collaborer ensemble, comment vous auriez échangé autour de ce contexte-là? Mais je dirais continuer les conversations que nous avons eues. Parce que l'enjeu, Vincent, c'est chercher l'essentiel au cœur de l'important. Donc, je dirais, dans cette période de crise, c'est d'une actualité criante. Will Schutz qui disait, c'est partir à la recherche de notre simplicité humaine.
hein, pour gérer justement, pour s'en sortir dans la complexité du monde. Donc pour moi, c'est aussi toujours autant d'actualité. Et Richard Barrett, qui, comme lui, je suis convaincue que toute transformation passe nécessairement par une transformation de la culture et du leadership. Donc, et de manière d'autant plus marquante encore actuellement. On continue ces quelques questions, il n'y en a pas beaucoup encore, mais une question qui peut être intéressante. Quel est votre film culte? Si vous n'en avez pas, quel serait le film qui aurait pu être enrichissant pour vous dans la problématique que vous touchez du doigt au quotidien? Je vais vous dire un film, bon, c'est pour moi qui m'a marqué, c'est le film Demain, parce que justement, c'est cette vision optimiste de la nécessité de changer ces façons de vivre et de travailler ensemble. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils aient fait le tour du monde pour aller à la recherche de personnes qui, chacune à leur niveau, contribuaient à apporter sa contribution à ces enjeux sociétaux. Et je trouve que c'est ça, cette démarche de ne pas rester enfermé dans tout ce qui ne va pas, mais d'aller vers des gens qui sont créatifs et qui qui agissent déjà. Pour moi, ça c'est un grand message d'espoir. Et donc, j'apprécie énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, il manque de personnes qui sont réactives par rapport au contexte dans lequel nous sommes, en tout cas de personnes qui agissent? Ça, c'est une grande question. Je crois qu'on a un moment clé où, justement, je parlais de la bifurcation tout à l'heure, une bifurcation accentuée par ce moment de crise. C'est ou bien nous allons collectivement, hein, et chacun avec sa responsabilité, et j'assume la mienne aussi à mon niveau, c'est collectivement transformer nos façons de fonctionner pour créer un ex-normal, c'est-à-dire pour pas revenir en arrière et faire plus comme avant, mais vraiment de créer d'autres façons de vivre ensemble pour résoudre les enjeux de transition énergétique actuelle, ou bien collectivement, la masse critique sera une masse critique qui va s'accrocher désespérément pour ne pas perdre les acquis, s'accrocher aux habitudes passées. Et donc, pour moi, il y a un enjeu fort à ce niveau-là. Béatrice Devendre, votre devise, quelle est-elle? Peut-être une devise qui conduirait votre quotidien? Moi, je dirais c'est vivre ses passions. Voilà, c'est rester... oui, c'est ça. Je crois et trouver du sens dans ce qu'on fait. Et je me sens... C'est vrai que chaque jour, je me sens toujours aussi passionnée par ce qui m'anime et enthousiaste d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans ces grands changements qui sont en cours. Alors, une question qui arrive et qui est certainement en lien avec ce que vous venez de dire. À quel mot associez-vous le mot management? Alors, le mot management, pour moi, c'est un mot important. Et en même temps, je pense vraiment que c'est important aussi de l'enrichir et de passer d'un managership qui est centré sur une intelligence rationnelle, à un leadership qui est centré sur une intelligence émotionnelle. Et c'est la combinaison des deux qui va être nécessaire pour continuer à progresser. Comment vous décririez-vous, vous-même, en un mot? Et ce sera la dernière question avant de passer à la parole d'expert qui est la vôtre aujourd'hui. En un mot, commençant... vivante et apprenante. J'en ai donné deux. Hein. Et justement, ces vidéos que nous avons l'occasion de vous proposer pour cette parenthèse managériale, eh bien, on espère qu'elles vous apprennent beaucoup. En tous les cas, on fait tout pour et on continue donc avec cette émission avec Parole d'expert. Parole d'expert. Béatrice Devendre, donc on continue cette parenthèse managériale. On évoquait en tout début la crise qui a été provoquée par le contexte Covid, un choc brutal donc évidemment pour les entreprises. Et ces mêmes organisations ont aujourd'hui un grand défi à relever. Quel est ce défi au fond? Je dirais le grand défi, c'est le défi de la complexité.
je crois que le défi, c'est aussi de comment gérer cette situation de crise profonde. La première étape, c'est habituel, c'est on gère l'urgence, on est dans le court terme, hein, on assure pour faire face. Donc c'est la première étape. Et je crois que maintenant, nous sommes entrés dans la deuxième étape, qui est une étape de transition. Et dans cette étape de transition, l'enjeu, c'est justement de comment gérer cette tension entre ceux et celles qui sont tentés de revenir comme avant, à faire, voilà, cette tension entre ceux qui veulent revenir en arrière, par besoin de sécurité, rester dans les habitudes, voilà, et cette tension entre ceux-là et ceux qui sont prêts à aller de l'avant, qui sont conscients que nous sommes quand même dans une situation globale qui nécessite une remise en question profonde de nos schémas mentaux, de notre façon de vivre ensemble et de travailler ensemble. Et donc, et que la façon dont on va... Enfin, justement, le choix qui va se faire de la dominante, revenir en arrière ou se remettre en question pour aller de l'avant, je dirais, nous permettra d'évoluer et de co-créer on parle du next normal maintenant, parce qu'en 2008, ce qui s'est passé en 2008, ça déjà nous a impacté avec les entreprises de manière très forte. Toutes les entreprises ont plongé dans leurs résultats. Et à ce moment-là, les économistes ont parlé après du new normal, en disant on ne reviendra plus jamais comme avant. L'illusion qu'on va revenir aux croissances, à 2 chiffres, à tout ce qu'on a connu pendant les 30 glorieuses, oublions ça, et on entre dans une nouvelle ère, le new normal, une nouvelle réalité. Et je pense que ce n'était pas encore suffisant comme choc pour nous vraiment, de manière suffisamment collective et globale, de nous remettre suffisamment en question. Et donc que maintenant, cette crise Covid nous donne un deuxième choc. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'expression, maintenant c'est un prochain normal. C'est un prochain new normal. C'est ça, le nouveau. Le new normal n'a pas suffi pour nous booster suffisamment dans des remises en question. Donc maintenant, espérons que nous serons assez courageux collectivement pour créer ce next normal. Ce next normal, ce nouveau new normal, on peut l'appeler comme on veut. Tout à fait. Comment, d'après vous, réussir ce projet que d'aller vers une réussite globale pour les entreprises? Et puis surtout, j'entendais que vous mettiez vraiment en avant le collectif. Oui, tout à fait. Je pense que dans les entreprises et les administrations, parce que je dirais qu'il y a des enjeux au niveau culturel qui sont du même ordre dans les grandes organisations où la culture actuelle encore dominante reste une culture quand même hiérarchique, une hiérarchique top-down. Donc c'est inscrit vraiment, on a cet héritage, donc avec ces schémas mentaux qui font que de manière même inconsciente, mais nous fonctionnons encore dans les grandes entreprises sur ce mode-là, avec tous les effets pervers que ça comporte et qui sont les freins justement à ce saut, à ce passage vraiment dans un autre paradigme, une autre logique de fonctionnement qui est la logique de la co-responsabilité du co. Parce que l'enjeu d'une structure pyramidale hiérarchique, c'est une logique d'obéissance, puisque inévitablement, nous sommes dans des rapports de pouvoir dominant-dominé. Et donc, pour réussir, il y a une logique d'obéissance à respecter et qui peut se faire de manière tout à fait adulte et responsable. Et donc, on est dans un paradigme, une logique de compétition gagnant-perdant. Et que c'est vraiment l'enjeu, c'est sortir de ce schéma-là, de cette logique-là, pour faire ce saut dans cette logique de co-responsabilité. Et dans les structures actuelles, dans les organisations, on voit ils mettent en place beaucoup d'efforts pour mettre des structures matricielles pour répondre à la complexité du monde et des enjeux et des besoins pour la réussite de l'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que les gens fonctionnent dans ces structures matricielles avec les schémas mentaux de la logique pyramidale top-down. Et donc ça grippe complètement l'efficacité dans ce genre de matrice. Donc ce qu'il reste à faire maintenant, c'est justement se changer au niveau de ces schémas mentaux. Donc changer la culture managériale. On se compare souvent au schéma anglo-saxon, par exemple. De temps en temps, on a tendance à se flageller en se disant qu'on a beaucoup de retard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la France, est-ce que l'Europe, nous avons beaucoup de retard sur tous ces schémas-là? Alors, bon,
je vais vous partir de mon expérience personnelle. Et c'est donc c'est très parcellaire et très petit, mais bon, c'est ce que j'ai vécu. Donc d'abord, je suis belge. Vous entendez sans doute ma belgitude à mon accent. Donc je suis belge. Et en même temps, je travaille depuis des années en France et j'ai le plaisir de cette complicité culturelle avec la France qui me réjouit. Et donc, quand j'ai rencontré, je vous ai dit, Richard Barrett en l'an 2000, et qu'il a développé cette approche de transformation culturelle avec ce diagnostic. La France a démarré très très lentement. Très lentement. Les pays scandinaves, les pays ont démarré beaucoup plus vite. La Belgique a été plus rapide ? La Belgique, vous me posez la question. La Belgique, on n'a pas une Belgique, on a deux sous-cultures en Belgique. Donc voilà, donc c'est un autre enjeu interne à la Belgique. Mais en gros, parce qu'en France, il y a une culture du pouvoir qui est quand même. Vous avez une histoire qui est extraordinaire, je dirais, d'une grande richesse, et avec une culture du pouvoir qui est aussi qui vous a fait réaliser des grandes choses, et en même temps qui reste inscrite aussi quand même dans une forme d'ADN au niveau managérial. Donc voilà, et donc l'approche de Barrett, en même temps, je sens maintenant qu'il y a vraiment eu un déclic. Donc nous sommes sur la bonne voie. Oui, nous sommes sur la bonne voie. Ouais. Nous sommes sur la bonne voie en tant que francophone. Comment, au fond, on peut gagner le défi que de donner du sens à nos entreprises, donner du sens à nos actions au sein des entreprises ? Comment ? La perte de... En tout cas, la perte de sens rend compliqué des défis à accomplir. Comment est-ce qu'on peut redonner du sens à nos vies professionnelles ? Ok. Alors pour moi, pour redonner du sens, c'est... Mais la première chose qui me vient, c'est laisser un espace de respiration, un espace d'ouverture, un espace où on peut, je dirais, où il est possible de prendre un temps de réflexion, de se poser, de se remettre en question, de partager avec les autres, de se connecter vraiment à une connaissance beaucoup plus profonde de nous-mêmes et du monde. Donc, pour moi, et ce que je constate, c'est cette magie de l'intelligence collective. Et là, pour moi, quand on crée l'environnement de confiance, de respect mutuel, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est chaque fois une révélation, chaque fois renouvelée, de voir que les personnes sont partantes pour échanger, partager et de créer ensemble une solidarité, un sens commun et mettre ensemble les énergies pour répondre aux défis. Est-ce que ces énergies collectives ont été et sont malmenées par le travail à distance ? Malmené, ça a demandé une grande capacité d'adaptation. Je dirais personnellement aussi. Moi, je me suis lancée dans l'apprentissage de tous ces modes d'accompagnement sur le mode virtuel. Et j'ai découvert heureusement beaucoup plus de possibilités que je l'imaginais au départ. Donc, plus de possibilités que de contraintes que je m'imaginais au départ. Ouais. Au départ, j'étais tout à fait pour le présentiel en me disant, et surtout au niveau humain, dans ce champ-là, rien ne vaut la présence physique, le présentiel. Et en même temps, j'ai découvert des ressources insoupçonnées dans le virtuel. Ça ne le remplace pas. Et en même temps, je trouve que, puisqu'on est dans la contrainte, qu'il y a quand même moyen dans cette contrainte-là de bosser. Ce que je constate aussi maintenant, c'est que je dirais, après l'été, tout le monde espérait reprendre beaucoup plus de la possibilité d'être en présentiel, en contact. Et maintenant, on a l'impression que ça s'éternise un peu, que la sortie de ce tunnel du confinement, c'est un peu dur. Et donc là, je sens qu'au niveau énergie, au niveau saturation, nous sommes quand même à devoir gérer cette frustration d'une période qui s'étend qui est plus longue qu'on l'imaginait au départ. D'après vous, si on devait rester dans cette manière de fonctionner et de travailler ensemble, de collaborer à distance, sur du long terme, ça serait vraiment gênant pour les résultats et pour... Alors, moi, je vais vous dire, la solution, ce n'est pas le « ou », c'est le « et ».
je crois que c'était une belle découverte qu'il y avait ce moyen-là qui avait des avantages. C'est vrai que moi, je courais tout le temps, j'étais tout le temps dans les trains d'un endroit à l'autre. Donc maintenant, je me rends compte aussi que quelque part, je me suis posée et que ça a une valeur aussi de ne pas être en agitation constante aussi de mouvement et de déplacement. Et donc, je trouve qu'il y a moyen de concilier de manière utile. Et d'ailleurs, tous les grands espaces dans les vont se transformer. On se retrouvera pour faire du travail collaboratif. Mais tout ce qui peut être fait sans la nécessité d'être en collaboratif pourra se faire, je dirais, chacun dans le lieu où il se pose pour travailler. Et alors du coup, je vous pose une question qui est en lien direct avec ce que vous venez d'énoncer. Elle ressemble à quoi l'entreprise de 2030 ? Là, vous me demandez un bond dans le futur. En fait, l'entreprise, déjà le mot entreprise, pour moi, c'est déjà questionné. Donc on va parler d'organisation. Oui, d'organisation, parce que bon, le monde de l'entreprise, le monde des administrations, parce que j'accompagne aussi des projets de transformation au niveau d'une administration. Je crois que ça va être quelque chose de beaucoup plus... une constellation, ça va être un autre mode moins un monobloc, mais enfin ce qui n'est déjà plus, hein, mais ce sera plutôt un réseau complexe de relations sur des projets, voilà, avec beaucoup plus on parle tout le temps de l'agilité, hein, une agilité organisationnelle, voilà, avec des connexions qui permettent justement cette agilité, et ça va demander aussi, parce que c'est pour moi très important au niveau humain et culturel, que cette agilité-là, nous puissions la vivre nous aussi dans nos comportements, dans nos attitudes, et c'est exigeant. Et ça demande aussi d'évoluer pour pouvoir rester ouvert au changement, une remise en question, apprendre en permanence, toutes ces qualités-là et ces compétences-là qui vont être nécessaires. Aujourd'hui, il y a des dérives, je dirais, contre-productives face auxquelles les organisations peuvent se retrouver ? Alors, les dérives contre-productives, je dirais, je pense que ça... Je pense au dysfonctionnement qu'on peut encore constater dans les fonctionnements organisationnels. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de dire, nous sommes des êtres humains, donc personne n'est parfait. Je crois que pour moi, c'est important aussi de rester dans l'humilité et ne pas chercher les coupables. Voilà, c'est ça. Trop de temps est passé à chercher les coupables plutôt que de se remettre ça en question, prendre responsabilité dans ce qui se passe. Donc je dirais, rien n'est parfait. Qu'il y ait toujours une zone de dysfonctionnement, ça fait partie de la nature humaine. Ombre et lumière, on ne peut pas être que lumière. Donc, je crois que ça, c'est important d'accepter, hein, cette réalité-là, cette réalité complexe. Ce qui, pour moi, est important, c'est d'avoir le courage de se remettre en question et de se challenger. Pour moi, l'enjeu est plus là. Et que ce qui reste maintenant prégnant, et je le vois dans mes accompagnements et dans les diagnostics culturels que je propose dans les organisations, c'est qu'il y a encore beaucoup de dysfonctionnements qui sont vraiment liés à cette fameuse culture hiérarchique top-down, hein. Le fonctionnement en silo, la lourdeur des processus, on résout les problèmes en mettant un système sur un autre, et on se rend compte qu'on accentue les dysfonctionnements. Donc ça, c'est vraiment, de nouveau, lâcher prise par rapport à ce besoin de contrôle et d'illusion qu'on va tout résoudre par des règles pour pouvoir sortir de ces dysfonctionnements. Il y a des schémas d'organisation qui existent déjà, peut-être dans d'autres pays, peut-être sur d'autres continents, qui vous paraissent être les bons, ou en tout cas aller dans la bonne direction. Voilà. Pour moi, il n'y a pas un schéma idéal. Ça, c'est pas de pensée unique, pas de pensée unique, pas de schéma idéal. Je crois que chaque entreprise a son histoire, ou chaque administration a son histoire. Donc, c'est important de respecter son ADN, d'abord d'en prendre conscience et de la respecter et d'évoluer dans cet ADN en restant fidèle à l'ADN. Et prenons l'exemple des entreprises libérées. Pour moi, c'est quand même le risque de passer d'une polarité à une autre, trop de contrôle ou l'illusion que voilà, libéré. Donc je crois que c'est trouver l'équilibre justement entre un cadre structurant
une structure, et en même temps, à l'intérieur de ce cadre, un champ de prise de responsabilité. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'être dans ce développement d'une organisation apprenante. Et donc, je suis membre de Sol France et j'ai eu la chance de participer, le plaisir de participer aux chercheurs collectifs où on s'est questionné justement quels sont les processus qui vont permettre aux entreprises, aux administrations d'être dans une dynamique d'apprenance perpétuelle. Et pour moi, ça, c'est la clé. Il y a la notion de résultats qui peuvent être des résultats financiers, mais il y a aussi une autre notion au sein des entreprises, au sein des administrations, pourquoi pas, qui est la notion des missions qu'on peut se donner. Je crois que ce sont des valeurs qui vous touchent particulièrement. Oui, mais c'est aussi pour moi un enjeu qui nous touche profondément au niveau de la crise actuelle, au niveau global, au niveau économique et dans notre écosystème économique. C'est comment concilier les innovations technologiques et une contribution sociétale. Et la raison d'être est au cœur de ces enjeux parce que je dirais la raison d'être, c'est ce qui est le fondement de l'existence de l'entreprise, de l'organisation pour apporter sa contribution au monde. Et en même temps, elle doit continuer à être profitable. Donc, c'est comment gérer cette double contrainte. Et donc là, pour moi, ça passe par la créativité, l'innovation, investir dans ce champ-là. Et là aussi, je vois beaucoup de cultures d'entreprise qui ne sont peut-être pas suffisamment encore ouvertes à l'innovation. Parce qu'une chose très simple, c'est d'accepter l'erreur, le droit à l'erreur. Encore très souvent, dans les cultures d'entreprise, c'est quelque chose qui est apprendre en faisant. Donc, c'est aussi développer toute une culture qui puisse permettre, qui puisse le permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à punir, entre guillemets, celles et ceux qui se tromperaient, qui iraient dans le mauvais chemin et... Mais le droit à l'erreur, moi, je connais par ailleurs des entreprises qui l'ont accepté dans leur culture, mais d'autres pas. Et que pour être innovant, mais c'est une des conditions, on reste quand même de pouvoir apprendre en faisant, donc ou sortir de ce qui est déjà là. Donc ça implique une acceptation d'apprendre en faisant. Comment, en fait, selon vous, Béatrice Devande, comment on fait naître ou comment on va chercher cette fameuse raison d'être dont on parle depuis le début de cette émission ? Alors, et ça, c'est vrai que j'ai le plaisir d'accompagner, j'ai deux projets maintenant, d'accompagner justement des entreprises dans ce requestionnement, revisiter une raison d'être et une mobilisation des membres de l'organisation. Parce que je crois que c'est ce qui est... il y a beaucoup d'enjeux autour de la raison d'être. Pour qu'il y ait un engagement, pour qu'elle suscite un engagement, il faut que les membres de l'organisation se sentent impliqués ou se sentent adhérer à cette raison d'être. Et donc et en même temps, c'est très clair que c'est les dirigeants qui gardent la responsabilité finale. Donc ça, c'est vraiment de nouveau trouver cet équilibre entre la responsabilité finale et décisionnaire des dirigeants et en même temps une dynamique d'appropriation par les managers, par les collaborateurs autour de cet ADN de l'entreprise et de créer une vision réellement partagée. Moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment de créer un processus en intelligence collective pour qu'il y ait vraiment une adhésion qui ne soit pas uniquement, que ça ne reste pas au niveau intellectuel, mais qui est vraiment que la personne se sent, chaque membre de l'organisation se sente partie prenante parce qu'elles se sont impliquées en tant que personne à tous les niveaux, au niveau émotionnel aussi, dans cette dynamique. Et alors justement, vos processus d'accompagnement, comment, là pour le coup, très concrètement, comment ils se déroulent ? À quel moment vous intervenez au sein d'une entreprise ou d'une organisation, quelle qu'elle soit, et comment ça se passe donc Alors, il n'y a pas de nouveau une bonne façon, c'est chaque fois différent, différent. Et le point de départ, c'est un enjeu chez un dirigeant ou un responsable d'un département, un enjeu chez lui qui touche au culturel et à l'humain et au leadership. Et à ce moment-là, moi, c'est la co-construction, je dirais, d'un programme sur mesure, mais avec l'apport de la méthode que j'ai
développé au fur et à mesure de mes accompagnements, de mes expériences, et donc d'apporter du support méthodologique, des diagnostics qui permettent de mesurer l'intangible des valeurs et de la culture. Voilà, donc c'est chaque fois faire le chemin aussi en marchant, c'est-à-dire accompagner une transformation au niveau humain ou culturel, c'est créer une alliance avec le dirigeant, ça c'est incontournable, et créer un climat de confiance avec les acteurs de ce changement, de cette transformation. Et puis là, c'est vraiment d'avancer pas à pas, en ayant on a la cible en vue, c'est-à-dire la finalité ou la raison d'être, elle est là bien en vue. On crée une vision partagée sur cette raison d'être, sur cette cible souhaitée, et puis on fait le chemin en marchant. Donc c'est pour ça que c'est un processus de co-création permanent. Il peut durer des mois, voire des années. Oui, c'est très variable. Je dirais, pour accompagner dans un projet sur le recentrage ou revisiter l'ADN de l'entreprise, avec des valeurs aussi qui sont des valeurs partagées, donc, et une évolution de la culture de l'entreprise pour porter la raison d'être. Ça dépend aussi du scope du projet, mais ça tourne autour d'un an, d'un à 2 ans, avec 3 grandes étapes. La première étape, c'est mobiliser l'ensemble des parties prenantes, donc les impliquer le plus tôt possible dans la dynamique. Et là, le diagnostic de Barrett est un outil très simple et très pratique pour impliquer tout le monde rapidement, efficacement. La deuxième étape, c'est créer l'envie d'avoir envie. Pour moi, ça c'est la clé. L'envie d'avoir sur ce projet commun, sur cet ADN partagé, sur cette raison d'être partagée. Et la troisième, tout aussi importante, à ce moment-là, on est dans le concret. C'est-à-dire que changer les comportements, transformer le leadership, pour être walk the talk, comme on dit en anglais, c'est-à-dire être cohérent et en alliance. Et aussi que ce projet, c'est très important, c'est une condition de réussite, qu'il soit en alignement avec la stratégie de l'entreprise. Au fond, la raison d'être d'une entreprise ou d'une organisation quelle qu'elle soit, elle est forcément en lien avec un contexte qui évolue dans le temps. J'imagine que la raison d'être évolue elle aussi. Alors, comment on peut permettre aux structures, aux personnes qui accompagnent cette structure, de faire évoluer cette raison d'être ? Alors, la raison d'être, elle évolue. Oui, je dirais, pour moi, rien ne doit être rigide. Donc, je vous rejoins tout à fait. C'est pas figé dans le marbre. En même temps, c'est une finalité. Donc, c'est créer cet alignement entre une finalité qui n'est pas nécessairement définie de manière très concrète, je dirais, entre cette finalité et l'action concrète dans le day-to-day. Et donc ça, c'est créer toute cette chaîne d'alignement stratégique entre la raison d'être, la mission, les valeurs de l'entreprise, les comportements partagés, l'ambition stratégique. Vous voyez, ça se décline, je dirais, jusqu'à l'action de chacun. Et donc c'est en permanence ça qu'il faut aussi mettre en cohérence. Béatrice Devendre, je le disais, vous intervenez depuis plus de 20 ans dans ce monde des organisations en tant que consultante, facilitatrice, coach organisationnel. Quels ont été, si vous jetez un petit coup d'œil dans le rétroviseur, les blocages récurrents qui sont revenus dans vos accompagnements ? Quand ça bloquait dans une organisation, que ça n'avançait plus, souvent c'était quoi ? J'imagine qu'il y avait des points communs à ces blocages. Je vois plutôt les conditions pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Vous êtes toujours tourné vers l'optimisme. Oui. Oui. Et parce que les blocages, j'ai envie de dire, les blocages, c'est lié à nos rigidités comportementales, ou à notre besoin de pouvoir, ou justement à quoi on s'accroche en tant qu'être humain et en tant que je dirais dans les entreprises, dans les fonctions respectives de chacun, et qui fait qu'on s'accroche à des comportements de rigidité défensive. Donc pour moi, ça c'est le plus grand blocage. Ce sont nos rigidités comportementales. Alors, j'ai une question qui va plus vous plaire. Quelles ont été vos grandes réussites avec les organisations, avec les structures que vous avez accompagnées ? Une situation qui aurait été bloquée et qui a
qui a pu se En débloquer? fait, c'est pas ma réussite pour moi. C'est parce que moi, je peux pas réussir toute seule. Alors vos co-réussites? Oui, voilà, tout à fait. Parce que pour moi, ce qui est passionnant, c'est d'apporter ma contribution, mais je suis au service des responsables et au service des collaborateurs pour les aider ensemble à co-créer ce qui va faire sens pour eux et ce qui va concilier aussi justement les valeurs et la performance collective. Parce que n'oublions pas, on est dans un cadre d'entreprise. Donc pour moi, ça c'est excessivement important aussi de rester réaliste et ne pas faire d'angélisme non plus. Donc mais dans ce cadre-là, pour moi, ce qui est magique, et ce qui est fabuleux, c'est de voir que quand les conditions, justement, les conditions sont favorables, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et qu'au niveau humain, pour moi, c'est chaque fois, c'est tellement riche de vivre ces moments de magiques où il y a des prises de conscience qui se font, où il y a ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir de travailler ensemble, ce courage qu'on a de faire face ensemble, parce que les situations sont parfois très dures et très, très difficiles. Donc, et je suis frappée que même dans cette situation parfois, je dirais, dramatique, mais que quand on croit dans l'être humain et son potentiel, mais je dirais les ressources sont là et les personnes avancent et trouvent les moyens d'avancer ensemble. Avant de se quitter, j'aimerais rappeler quelques éléments. En plus d'être la fondatrice et dirigeante de BD & Partners et Global Partner du Barrett Value Centre, vous êtes co-auteur du livre Pro en leadership, qui est paru en janvier 2020, oui, du coup. Oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet ouvrage? Alors, d'abord, c'est vrai que j'ai de nouveau le plaisir de le coécrire. Et ça, c'était pour moi, rien que ça, c'était une expérience passionnante et apprenante de partager justement avec Fanny nos cultures managériales toutes les deux et de coécrire ce livre toutes les deux. Donc, une belle aventure. Et aussi ce challenge... pour moi, au départ, quand on m'a dit c'est boîte à outils, là, j'étais très résistante parce que, voilà, je pense que l'outil, ce n'est qu'un moyen, mais que ça ne suffit vraiment pas. Et néanmoins, je me suis lancée dans l'aventure avec Fanny et ça m'a vraiment boostée dans le fait de remettre à plat ma pratique et de me rendre compte qu'en fait, chacun de nous, les outils, enfin, moi, je l'ai vécu dans mon expérience, mais pour moi, elle est pour tous, c'est que chaque outil, chacun le met en œuvre à sa façon. Et donc ça m'a permis vraiment de revisiter ma pratique et de transmettre des choses qui pour moi ont été utiles et donc le plaisir de transmettre. Un peu la même question que la précédente. Vous êtes aussi contributrice de l'entreprise inspirée par les valeurs. Ouais. Là aussi, qu'est-ce que vous avez défendu finalement à travers cet ouvrage ? Alors là, c'est plutôt contributrice dans la traduction du livre. C'est le livre de Richard Barrett. Oui. Et donc, j'ai participé à un petit groupe de consultants certifiés pour la traduction en français du livre. Et là aussi, c'est un autre challenge de traduction. Et de se rendre compte qu'en fait, quand on touche ce domaine de la culture et de la représentation de ce qu'on a du réel, c'est très challenging. Et en même temps, c'était et pour nous tous dans l'équipe, pour nous important de pouvoir transmettre en français justement tout ce que Richard avait, je dirais la manière dont il décrivait son approche. J'imagine que ce n'est pas facile de traduire une sémantique qui est profondément liée à une culture. Tout à fait. Donc on était nous-mêmes très challengés parce qu'on n'avait pas les mêmes signifiants. Enfin, c'est ça. On avait pris des habitudes de traduire certains mots d'une certaine façon et pas tous les mêmes de la même façon. Donc de nouveau, c'était un travail collaboratif d'arriver ensemble à faire des choix et à traduire cette approche de Barrett en français. Avant de se quitter, Béatrice Devendre, pour cette parenthèse managériale, on aurait envie de connaître un ouvrage que vous pourriez nous recommander, qui serait peut-être votre ouvrage de chevet.
Alors, l'ouvrage de chevet, je ne sais pas si c'est l'ouvrage de chevet, mais je vous ai beaucoup parlé de l'organisation apprenante. Et justement, en tant que membre de Sol France, j'ai aussi apporté ma toute petite pierre contributrice à un livre sur l'organisation apprenante, où là, c'est vraiment une mine d'or dans tout ce qui peut aider, toutes les méthodes et les techniques pour rendre l'entreprise apprenante. Donc, je trouve que c'est très riche. C'était une collaboration de plus je dirais, une centaine de contributeurs, et donc qui apportent des éléments clés pour développer l'apprenance dans les organisations. Apprendre permet de continuer à avancer? Tout à fait, tout à fait. C'est ma croyance, oui, ma conviction. Merci beaucoup Béatrice Devendre d'être venue nous donner ces croyances et convictions. Évidemment, je vais vous laisser terminer par un mot qui vous appartient et puis surtout nous donner rendez-vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour éventuellement faire appel à vos services pour un accompagnement en coaching? Alors le mot de la fin, ça c'est... en fait, le mot de la fin... Pour moi, les organisations ne se transforment pas, ce sont les hommes et les femmes qui se transforment. Donc ça nous renvoie à notre humanité, et avec toute sa richesse et tous ses enjeux. Et pour moi, je serais vraiment très, très heureuse de poursuivre la conversation avec l'un ou l'autre qui serait intéressé de continuer à échanger dans ce domaine de la culture et du leadership. Et j'ai envie de dire, le plus simple, c'est de passer par mon site web, où là, je dirais, j'ai tenté de mettre aussi les choses qui me paraissaient importantes dans l'approche de transformation humaine et culturelle, et mes coordonnées. Donc, Je vous laisse en rappeler l'adresse de ce site internet. Si vous voulez bien nous rappeler l'adresse de ce site. C'est béatrissedevendre.com. Ouais. Merci une nouvelle fois, Béatrice Devendre, d'être venue sur ce plateau ici pour le Salon du Management, cette parenthèse managériale. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver évidemment avec un grand plaisir pour d'autres vidéos qui sont à observer sur cette plateforme. Merci aux équipes de Courrier Cadre et à très vite. C'était Parenthèse managériale. Ce rendez-vous a été proposé dans le cadre de l'exposition virtuelle du Salon du Management, à retrouver en ligne jusqu'au 23 avril 2022.